Et du coup, avançons sur un cas un peu plus épineux, un cas en tout cas sur lequel on peut avoir des débats. C'est le cas de Lou Williams, si tu veux bien. Donc, Lou Williams, 10 saisons sur la décennie, 16 points et demi de moyenne sur l'ensemble de la décennie, c'est pas mal, 27 minutes de jeu également en moyenne, 18 000 minutes au total, c'est dans le top 50, puisque c'est 50e, tout pile, 685 matchs, cette fois c'est dans le carrément 21e meilleur total de la décennie, donc grosse présence et grosse longévité pour Lou Williams, même si la question c'est à quel point que vaut cette longévité peut-être. Au niveau du palmarès, 3 fois 6e homme de l'année, je sais pas si tu te souvenais de ce palmarès-là, 2015, Si, 2018 et 2019. J'avoue que moi j'avais un peu oublié puisque c'est un trophée qui m'intéresse assez peu. Mais bref, pas de comparaison de draft de NBDraft.net et de Draft Express. Lou Williams sort de la dernière QV des lycéens 2005. Et au niveau des surnoms loufoques de Basketball Référence, bon, on a Lou Will, on connaît. On a Sweet Lou, on connaît aussi. On a Lemon Pepper Lou, ça je connaissais un peu moins. Et après on avait The Underground Goat. Voilà, je sais pas si toi tu savais que c'était le GOAT sous les radars, mais apparemment ça l'est. Mais bref, donc Lou Williams, son parcours rapidement, 24 ans au début de notre décennie, comme je dis, puisqu'il est 45e pick de la draft 2005, la dernière où les lycéens étaient autorisés à se présenter, et d'ailleurs lui était un lycéen qui s'est présenté à la draft en 2005, bref. Donc drafté par Philadelphie, en 2011 il est encore aux Sixers, 23 minutes de jeu par match aux Sixers, c'est pas beaucoup, mais en même temps le coach c'est Doug Collins, donc Doug Collins il aimait bien les défenseurs, ce qui n'était pas trop le cas de Lou Williams, 14 points de moyenne quand même pour Lou Williams en à peine une vingtaine de minutes par match. En playoff, ils font les playoffs, les Sixers, et ils tombent contre Miami, le Big Three de Miami dans sa première série de playoffs. 2012, d'ailleurs je crois qu'il met un tir game winner, Lou Williams, sur cette série, le seul match que Philadelphie gagne contre Miami, 4-1, bref. 2012, 26 minutes de jeu par match pour Lou Williams, 15 points de moyenne encore. En playoff, ils battent les Bulls de Derrick Rose qui se blesse et ils sont éliminés par Boston au deuxième tour. Et puis ensuite, Free Agency, lui, il va signer du côté de Atlanta. Et Atlanta, il fait 29 minutes de jeu par match en sortie de banc, c'est quand même beaucoup. Mais malheureusement, c'est qu'une demi-saison, à peine 39 matchs cette année-là, 14 points de moyenne et en playoff éliminé contre Indiana au premier tour. 2014, le minutage baisse un peu puisque Mike Budenholzer arrive. Et donc lui, il est à peine à 24 minutes de jeu par match, 10 points de moyenne. Et en playoff, encore une fois, ça tombe contre les Pacers au premier tour. Et puis, l'été 2014, il est échangé à Toronto en compagnie de Lucas Nogueira et contre John Salmons. Je pense que tu avais oublié. J'avais complètement oublié non seulement l'échange, mais le fait qu'il avait joué à Toronto. Alors ouais, carrément. Ah ouais, non, justement, alors 2015, 25 minutes de jeu par match dans ce Toronto 2015, 16 points de moyenne, le trophée de 6e homme de l'année, justement. Oui, mais... Et en playoff, il est incapable de redire ça. Mais... c'est un peu pour ça qu'on hésitait à le mettre dans le top 100, mais bref. Et donc ce Toronto-là, qui est plein badin, malheureusement se fera upset par Washington au premier tour des playoffs. Le premier effondrement de ce Toronto qui était connu pour ça, à juste titre ou non, mais en tout cas il était connu pour ça, pour être pas bon en playoff, bref. Et donc été 2015, il signe aux Lakers pour avoir plus de temps de jeu, hein, dans les Lakers qui sont pas très bons. C'est la dernière année de Kobe, 2016. Lui, il fait 28 minutes de jeu par match dans ces Lakers-là, 15 points de moyenne. Pas de playoff évidemment pour ces Lakers-là en 2016. 2017, 58 matchs encore à Los Angeles, avant d'être échangé à Houston contre un premier choix de draft, d'ailleurs, il me semble. Daryl Morey va le chercher, il fait 23 matchs dans ce Houston 2017 de James Harden, MVP, deuxième MVP du coup. En playoff, ça tombe contre les Spurs au deuxième tour, évidemment. Et puis, il est rééchangé directement après, l'été 2017, il est dans l'échange de Chris Paul, du coup. Et donc, il arrive aux Clippers, et c'est peut-être là qu'on a la meilleure période de Lou Williams en carrière. 33 minutes de jeu par match pour la saison 2018, 22,6 points par match en moyenne, 5,3 assists. Bref, un temps de jeu et un impact de gros titulaires, on va dire. Malheureusement, c'est une équipe des Clippers fait de briques et de broc qui sera pas loin des playoffs, mais qui ne les feront pas, malheureusement. 2019, cette fois, ça y est, ils font les playoffs. Lui, il a 25 minutes de jeu par match, 20 points de moyenne, 5 assists, toujours. Et en playoffs, ça tombe contre les Warriors au premier tour de Kevin Durant et compagnie. Et puis 2020, Kawhi Leonard est arrivé, Paul George est arrivé. Lui est toujours à une grosse vingtaine de minutes par match, 18 points de moyenne, 5 assists toujours. Et en playoff, ça tombe contre Denver au deuxième tour, encore un upset. Et donc voilà pour la décennie bien remplie de Lou Williams, en tout cas bien remplie d'un point de vue longévité. Mais finalement, à quel point, j'ai envie de dire, toi tu accordes de la valeur à cette longévité et à son niveau de jeu finalement? Alors j'en accordais moins avant de regarder un peu plus en détail. C'est-à-dire que
Williams, c'est vraiment le profil par excellence du pétard en sortie de banc là, qui donne l'impression de shooter tout le temps, et qui par ailleurs est très mauvais en défense. Et je crois que je mesurais pas à quel point quand même il était efficace au tir. Parce que quand on regarde la stat des points par tir, sur les 10 saisons, il y en a 5 où il est dans le 80e percentile au point par tir, et les 5 autres où il est au-dessus du 60e. Donc il y a vraiment pas de mauvaise saison au tir, il est vraiment efficace. Ensuite, c'est pas un très bon playmaker et c'est un très mauvais défenseur, mais je pense que faire ça pendant 10 saisons, quand même, même face à des défenses un peu plus faibles, vu que comme il était 6e homme, il jouait souvent face au backup. Malgré tout, ça a une certaine valeur et c'est important dans des secondes units où parfois il manque de créateurs offensifs. Lui était capable de faire ça, de créer pour lui-même en tout cas. Créer pour les autres, c'était une autre question, même si c'était pas un passeur affreux non plus. Donc, moi j'accorde quand même une vraie valeur à ça. Ma réserve viendrait du fait que très clairement en play-off ça passait beaucoup moins. On voit bien qu'en play-off son style de jeu avec des tirs un peu difficiles entraîne une vraie baisse de l'efficacité, tout simplement aussi parce qu'il y a moins de temps de jeu au banc, donc ce qu'il a en face c'est meilleur. Et son temps de jeu baisse aussi parce que défensivement, plus ça allait, plus il était ciblé par les attaques adverses. Donc je dirais qu'il a une valeur qui est là aussi structurelle, comme on le disait tout à l'heure pour Joe Ingles, qui vient du fait qu'il était parfait dans ce rôle, dans ce sortie de banc, et dans ce rôle de déstabilisation de défenses qui sont un peu moins fortes face à des joueurs moins forts. Et que quand le niveau montait, cette valeur baissait forcément, puisqu'il était moins en situation de faire des différences, il était plus une cible aussi. Mais après tout, c'est quelque chose qui a une valeur quand même, d'avoir ce rôle-là, il me semble. Oui. Mais alors après, en fait, il y a plusieurs questions, je pense, autour de son cas. La première, un peu centrale, à mon sens, c'est à quel point est-ce qu'il a été assez bon en attaque pour compenser la défense. Ça, c'est un peu important, je pense. Oui. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, peut-être on pourra y répondre tout à l'heure, mais c'est quelqu'un, tu vois, moi, par exemple, typiquement, le côté les 6e hommes de l'année, ou l'argument des points par match, c'est pas vraiment un truc qui, moi, me convainc beaucoup. Je pense que vous l'aurez compris en écoutant la centaine, c'est pas ce genre d'argument qui m'intéresse, le côté volume au scoring ou ce genre de choses. Mais après, je pense qu'il faut quand même noter une certaine évolution au cours de la décennie où, au début, et c'est la version que j'aimais pas du tout, c'était un Lou Williams qui était vraiment le côté, tu sais, comme on dit, le microwave offense, quoi. C'était je rentre, je prends mes tirs, je mets mes points, pas forcément avec une efficacité de fou, mais voilà, je fais pas plus, quoi. Et je pense qu'on a eu ça sur la première moitié de la décennie, sortie de banc à Philadelphie, l'époque Atlanta, l'époque Toronto même encore, il me semble. Et après, c'est vrai qu'on a eu quand même une évolution de jeu. Là-dessus, je te trouvais un peu dur sur le playmaking. C'est ce qu'on disait aussi un peu avec Antoine. C'est pour ça qu'on l'avait repêché lui par rapport à des Jamal Crawford ou des profils comme ça. C'est que lui, pour le coup, sur la fin aux Clippers, il arrivait à créer une certaine synergie offensive, on va dire, où c'était plus seulement le mec qui fait le truc dans son coin. Oui, non, mais t'as raison, effectivement. Je disais ça un peu par rapport à Joe Ingles tout à l'heure. Je trouve que Ingles est un meilleur oui, bien sûr, maker, oui. mais t'as raison que j'étais un peu dur. Ouais. Non, mais effectivement, il y a une certaine limite quand même à cette évolution, et même, effectivement, même un joueur comme Joe Ingles, je pense, reste meilleur, mais on n'était plus dans le microwave offense, quoi, pour le coup, et il y avait une certaine synergie qu'il était capable de faire, on va dire, ça peut être un petit moteur offensif, ne serait-ce que sur pick and roll, avec Montrezl ou avec des partenaires comme ça. D'ailleurs, j'ai revu beaucoup de passes pour Willie Reed. Je me souvenais pas que Willie Reed avait été un aussi bon partenaire de pick and roll pour le Williams, mais bref. Donc il y a cette évolution, et du coup il y a 3 années à la fin aux Clippers que j'ai quand même un peu envie de récompenser et de pondérer de manière favorable, parce que on avait un scoring qui était un peu moins efficace que ça a pu être avant, mais sans doute un joueur offensif plus intéressant, parce que une valeur plus globale peut-être, on peut dire, où c'était plus seulement le scoring d'isolation dans son coin, c'était un vrai joueur offensif qui amenait de la valeur un peu plus que seulement pour lui, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le duo avec Harrell était très efficace et très spectaculaire pendant ces saisons-là. Ouais. Et bon, après, au niveau des chiffres, c'est vrai que tu as parlé de l'efficacité en points par tir, même c'est intéressant, parce que si on regarde aussi, c'est la même stat, mais au niveau du throw shooting plus, donc à quel point est-ce qu'il se situe par rapport à la moyenne, en fait, il est quasiment toujours au-dessus de la moyenne.
et y compris au milieu de la décennie, il est largement au-dessus de la moyenne. Hein. Il fait des scores de plus 4% par rapport à la moyenne, plus 6%, plus 8%, plus 7%. C'est quand même pas mal. Après, sachant qu'au niveau de l'usage aussi, pour toujours accompagner l'efficacité de l'usage, on est autour de 27%, entre 27 et 30%. Ce qui est quand même assez énorme, hein, à part une exception en 2014 à Atlanta, parce que Mike Budenholzer, il aime pas trop ça. Et une exception de l'autre côté en 2018, où il est carrément à 32% d'usage. Mais bref, quand il était un peu le leader offensif des Clippers. Donc oui, toujours un usage entre 27 et 30%. Ça peut paraître beaucoup. Attention aussi, c'est pas pareil de faire 30% d'usage sur 35 minutes de jeu ou 30% d'usage sur 25 minutes de jeu. Parce que voilà, l'usage, c'est à quel point tu es utilisé, mais ben oui, quand tu passes moins de temps sur le terrain, ben ton volume global est forcément moins grand que quand tu as un énorme temps de jeu. Donc il y a peut-être cette petite nuance au niveau de l'usage. Attention à pas avoir des repères de 30% d'usage, c'est pas le même 30% que Kyrie Irving, quoi, par exemple. Après, donc voilà, il y a ce côté création offensive assez sympathique, efficacité, et puis aussi le spacing qui était plutôt pas mal. Alors, toujours un peu décevant, je trouve, parce qu'il était à peine autour de la moyenne, quoi, 35% d'efficacité au niveau du 3 points sur cette décennie. Mais voilà, ça faisait le job. Et puis après, à quel point est-ce que pour toi, la défense vient compenser en négatif? Ah bah oui, là c'est sûr que c'était vraiment un très très mauvais défenseur. Donc forcément, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux playoffs, en playoffs ça passait pas. Bon, c'est négatif, mais comme il était souvent face à des moins bons attaquants aussi, vu que c'était souvent le banc qui jouait face à lui, je sens que c'était un peu moins grave. Mais oui, bien sûr, si on faisait un classement des plus mauvais défenseurs cumulés sur la décennie, il serait assez haut, hein, avec Jamal Crawford, qui était encore pire, je pense. Oui. Bah, tu as tombé juste, parce que petite stat comme ça, au niveau de le modèle de Basketball Index, ouais. Il y a la stat défensive, hein, il y a donc une stat all-in-one défensive, donc le defensive LeBron, c'est un acronyme LeBron, bref. Et donc tu fais la valeur cumulée sur les 10 ans de toutes les saisons, effectivement, et c'est le deuxième pire de la décennie derrière Jamal Crawford. Ah, bah, voilà. donc exactement, voilà, c'est Jamal Crawford premier, Lou Williams 2, troisième Jordan Clarkson, et quatrième DeMar DeRozan. Hein, voilà pourquoi aussi on a autant été hésitant sur son cas avec DeMar DeRozan. Mais effectivement, oui, voilà, c'est tout ce qu'on a dit de positif. Peut-être qu'on peut le compenser par une défense très 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 mauvaise, quoi. Il y a un peu l'effet je rends les points que j'ai marqués, quoi. Donc c'est un peu ça, ouais. Du coup, ta sensation, t'en ferais quoi, toi, par exemple? Est-ce que tu penses que la défense est trop handicapante, ou est-ce qu'il y a encore des choses à sauver, on va dire, au global? Elle est handicapante, mais tu vois, par rapport à, si on raisonne en relatif et non pas en absolu, par rapport à un Monta Ellis qui est dans le classement. Bah, Monta Ellis, il était pas très bon en défense non plus, quoi. C'est un euphémisme. Ouais. Donc, et Lou Williams a plus de longévité. Oui. Et sans doute plus d'efficacité aussi, j'ai pas vérifié. Mais... Oui. Donc, des mauvais défenseurs, il y en a d'autres. Ty Lawson, peut-être. Ouais. Je pense que Ty Lawson, intrinsèquement, ne veut pas être bien meilleur, je ne sais pas. Ouais. Je pense que malgré tout, ce qu'il apportait avait une valeur, au sens où il y avait personne d'autre qui pouvait le faire dans les effectifs où il était, et que c'est pour ça aussi qu'il a autant duré. Ouais. Après, je pense que c'était catastrophique en défense. Bon, alors déjà, le modèle de Basketball Index, c'est un modèle stat, hein, donc voilà. Après, c'est peut-être moins grave d'être catastrophique en défense en tant que meneur ou arrière qu'en tant que pivot. Ça, je pense qu'on sera d'accord. D'ailleurs, on n'a pas une escanter dans le classement. Oui, et puis c'est le débat, est-ce que l'impact d'un mauvais défenseur n'est pas moins important que l'impact d'un bon attaquant? Oui, à l'échelle individuelle. Voilà, ouais. la défense est un peu plus collective quand même. Donc, ouais, non, mais c'est sûr que ça l'empêche d'être... si c'était un bon défenseur, Lou Williams, déjà, il aurait sûrement été titulaire. Et puis, il serait beaucoup plus haut dans le classement, quoi. Mais... Alors, question simple, est-ce que pour toi, la défense compense tout et on le met pas dans le classement? Ou est-ce qu'il y a quand même de quoi le mettre? Ah non, moi je le mettrais. Ok. Je le mettrais. Ok. Si j'ai à choisir entre 10 ans de Lou Williams et 10 ans d'Avery Bradley, je prends les 10 ans de Lou Williams, quoi. Bon, bah, alors, du coup, allons sur le classement directement. Donc toi, tu t'étais plutôt pas complètement à la fin, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça, pas complètement à la fin. Tu vois, j'avais pris comme... je m'étais donné comme point de comparaison Monta Ellis et J.R. Smith, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu semblable. Ouais. Et je me demande si je le mets pas au-dessus des deux. Alors ça veut peut-être dire que je trouve les deux un peu hauts,
Mais bon, du coup, ça fait qu'on le met. Il se retrouve au-dessus de Luka Doncic, ce qui est embêtant, mais bon, c'est une question de longévité aussi. Mais ouais, entre 10 ans de Monta Ellis, qui sont pas 10 ans du coup, mais 5-6, et les 10 ans de Lou Williams, je pense que je prends Lou Will. Mais peut-être que toi, non. J'étais un peu plus bas. Tu vois, par rapport à. C'est vrai que peut-être que Montalis est haut du coup. Je ne sais pas. Parce que Montalis n'a pas été aussi efficace, mais Montalis, je trouve qu'il a eu plus de saisons en étant un bon élément positif, on va dire, en attaque, de par son passing ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'était pas la folie non plus. Si on prend l'argument aussi à l'envers, on peut se dire, puisqu'il est dans le même coin là, Tony Allen, dans quelle mesure son absence d'attaque n'est pas aussi sanctionnable que son excellente défense, comme on le fait pour le Williams dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et en plus, il a moins d'années. Oui, non mais Tony Allen, c'était aussi, ça peut valoir le coup aussi de le descendre. Effectivement, ça me dérangerait pas. Alors, on l'a classé la dernière fois avec Tom, qui est aussi un fan de Memphis. Donc, oui. Non, mais je veux pas te faire descendre tout le monde, hein, mais. Non, mais tu vois, par rapport à Monta Ellis, effectivement, il n'y a pas tant que ça d'écart finalement, comme tu dis, niveau défense et même niveau attaque, parce qu'il était plus efficace. Mais bref. Et par rapport à J.R. Smith, c'est vrai que par contre, moi, je pense que J.R. Smith n'a jamais été une valeur négative à ce point en défense. Et même le fait qu'il puisse jouer dans des finales NBA contre les Warriors à plus de 30 minutes de jeu par match, moi, ça compte, quoi. C'est vrai. Ça compte. Après, J.R. Smith n'a jamais eu de passing à ce point. J.R. Smith, pour le coup, lui, c'était plutôt le scoreur de micro-ondes, hein, comme on disait. Et ça n'a jamais été plus que ça. Mais ouais, ça me va de le mettre dans cette zone, du coup. Et est-ce qu'on descendrait pas Monta Ellis dans le lot? Oui, moi, je le trouve un peu haut, mais ensuite... Écoute, ce que je te propose, c'est par exemple, on descend Monta Ellis de quelques places et on met Monta Ellis, J.R. Smith et derrière Lou Williams. Un truc comme ça tirait. D'accord. Du coup, là, ça veut dire que Lou Williams, on le mettrait devant des Chandler Parsons, Harrison Barnes, Jay Crowder, Sean Marion. Ouais, ça me choque pas, parce que ça me choque pas. À partir du moment où tu juges vraiment la production cumulée et ce qui a vraiment eu lieu et que t'es pas en train de réfléchir à quel est le joueur idéal pour aller en finale et les gagner, ça me choque pas qu'on le mette devant. Je sais pas, ça me fait un peu haut finalement, je me dis. Ça me fait un peu haut. Combien il y a de très bonnes saisons de Lou Williams qu'on retient? Parce qu'il y a beaucoup de longévité, mais ouais, je ne sais pas. Bon, allez, mettons-le là. Faisons un tir groupé. Peut-être éventuellement avec d'autres avis, on le descendra plus tard. Mais ok, mettons-le là. Monta Ellis, Lou Williams, J.R. Smith. Un package groupé, on va dire. Ok. Alors oui, j'ai pas cité 1500 minutes de playoff. 77e total. Pile entre Giannis Antetokounmpo et Pascal Siakam. Et donc voilà pour Lou Williams. Alors, petit quiz pour finir. Qui est dans l'effectif? Et justement, ça va pas être simple pour toi parce que c'est le Toronto 2015. Aïe. T'avais oublié qu'il faisait partie de cette équipe, mais donc, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de ce Toronto 2015? Bon, alors il y a Kyle Lowry et DeRozan. Ouais. Ah, il y a Valanciunas. Oui. Il y a Lou Williams, je te le compte. Oui, il y a Lou Williams, voilà. En plus, eux, ils draftaient personne, donc c'est plus compliqué pour trouver. Alors justement, on avait quelqu'un qui avait été drafté relativement haut en arrière shooter. Drafté 8e, je crois, en 2012. Très athlétique. Ah oui, Terrence Ross. Exactement, Terrence Ross, qui fait partie d'ailleurs du club des j'ai mis 50 points et je ne sais pas comment. On parlait de Corey Brewer tout à l'heure. C'est un peu moins absurde que Corey Brewer, mais oui. Ouais. Ouais. Après, on a un intérieur classique de Toronto qui est resté très longtemps. Je crois qu'il est débarqué en tant que lycéen, avec des bras immenses, qui était un intérieur plutôt défensif, on va dire, qui ensuite est parti à Boston et puis ensuite a pas fait grand-chose. Amir Johnson. Exactement, Amir Johnson. Est-ce qu'ils avaient déjà Caboclo? Oui, Caboclo était là. Il venait d'être drafté. Il était rookie, Caboclo, donc il était encore 1 year away from 2 years away. Oui. James Johnson était encore là? Oui, Johnson était là. D'ailleurs, tu as cité Caboclo, on avait un autre Brésilien. Ah, Nogueira. Exactement, Lucas Nogueira, Bébé Nogueira était là. On avait un poste 4 stretch 4. À l'époque, c'était le début des stretch 4, mais qui n'a jamais complètement rien donné. Je crois de Kentucky, il sortait de Kentucky. Ah, Patrick Patterson, oui, qui était pas mal, qui était un bon joueur. Patrick Patterson, on avait un meneur de jeu hispanique. Meneur de jeu hispanique. Ah oui, je vois, mais oui, je crois que je vois, mais je me rappelle plus. C'était un Vasquez. Oui, Grévis Vasquez, oui. Grévis Vasquez, ouais, un gaucher, ouais.
James Johnson, tu l'as dit. Alors, on avait un tout petit pivot défensif des Rockets à l'époque qui avait fait une pige à Toronto, là. Chuck Hayes? Exactement, Chuck Hayes. Ou qui devait être sur la fin, là, alors. Oui, sur la fin, ouais. On avait l'actuel GM des Hawks. Est-ce que tu sais qui est l'actuel GM des Atlanta Hawks? Qui avait été la coqueluche de New York pendant un an. Ah, c'est Landry Fields. Exactement, oui. Landry Fields. On avait un ancienne superstar NCAA du basket universitaire à North Carolina, je crois. Un post 4 scoreur passé par Indiana, mais finalement, ça n'avait pas marché complètement à Indiana. Ah oui, Tyler Hansbrough. Oui. Tyler Hansbrough, effectivement. Oui, d'accord. Et puis, il t'en reste qu'un. Ça fait beaucoup d'intérieur, non? J'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans cet effectif. Oui, et il t'en reste encore un d'intérieur. Moi, j'aimais bien. Un intérieur, vraiment, le pivot blanc de Rim Protection, classique, qu'avait fait Boston. Et ensuite, il était parti chez toi à Minnesota. Ça te dit rien du tout? C'était un Greg. Ah oui, attends, je vais retrouver Greg Stiemsma, qui ne savait faire qu'une chose, c'est contrer. Oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Greg Stiemsma, qui était par là. Ouais. Et qui, je crois, est à nouveau dans le Minnesota et travaille plus ou moins dans la franchise. Ah oui? Ouais, je crois. Je sais pas s'il est encore, mais il me semble. C'est lui qui a encadré les progrès de Karl Anthony Towns à la protection du panier, ça? Arrête. Non, mais par contre, c'est quoi cet effectif avec 12 pivots? C'est-à-dire qu'ils avaient Kyle Lowry, DeMar DeRozan, et ensuite ils cherchaient à qu'est-ce qu'il faut mettre autour, quoi. Donc on a essayé tous les intérieurs disponibles.